replacer l'expérience utilisateur au cœur de la stratégie de communication, cette keynote est menée par Kevin Schreyers, Head of Customer Experience de Havas Village Genève, et Jonathan Wojcik, Co-Managing Director d'Havas Village Genève. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous et ravi de passer ces 20 minutes avec vous à justement aborder ce sujet de la Customer Experience qui est pour nous vraiment clé aujourd'hui. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir passer quelques slides. Alors, la thématique est très large, hein, on a à peine 20 minutes, mais ce qu'on voulait faire avec Kevin, c'était vraiment vous donner une overview de ce qui est possible de faire, comment certaines marques adaptent leur stratégie en fonction des différentes possibilités offertes par leur Customer Experience. Et je vous propose de commencer d'ores et déjà. Il est clair que la Customer Experience repose principalement sur la capacité des marketeurs et autres communicants à modéliser les parcours d'achat. On voit que les premiers modèles qui ont justement se sont concentrés sur cette thématique datent déjà du 19e siècle avec le développement par Elmo Lewis du modèle AIDA. On a quelques marketeurs ont fait évoluer ce premier modèle avec par exemple le développement du funnel, qui est un modèle très linéaire, hein, qui va de awareness, qui passe par la considération, se focalise sur l'achat, et ensuite le développement de la fidélisation. On voit qu'il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives pour essayer de comprendre véritablement comment une marque peut interagir avec ses audiences, ses clients, comment est-ce qu'on va pouvoir justement être capable d'analyser tout ça pour pouvoir rendre ce parcours client, cette expérience client la plus fluide possible. Et c'est vrai que, je le disais, on se demande aujourd'hui si ces paradigmes qui sont très linéaires ne sont pas dépassés. Si on va à la slide suivante, on va voir que au cours de l'été dernier, en pleine pandémie justement, les équipes de Google Insight ont présenté un rapport super bien fait, avec beaucoup de data qui viennent expliquer la manière dont les parcours utilisateurs ne sont pas aussi simples, ne sont pas aussi linéaires qu'on pourrait le croire, et justement avec ce développement de ce qu'ils appellent le messy middle. Ils l'ont modélisé par la suite, essayer de le représenter d'une manière assez simple, avec ce premier cercle qui est en fait l'exposition au message de marque d'un client, vient ensuite un premier trigger, un premier déclencheur qui va justement permettre de rentrer dans une démarche d'achat. S'ensuit ensuite une boucle qu'on va retrouver ici entre exploration et évaluation. Donc exploration, j'essaie de récupérer un maximum d'informations sur le produit ou le service qui m'intéresse. Je vais commencer à évaluer tout cela en passant par des sites de review, de tests et autres. Et je vais continuer dans ma démarche, avancer dans mon processus décisionnel pour ensuite arriver sur la plateforme de marque. Et c'est là où Google estime qu'effectivement on rentre dans l'expérience de marque pour ensuite rentrer dans le tunnel d'achat qui débouchera normalement sur ce premier achat. Quand on y réfléchit, nous en tant qu'agence de communication, on se dit que on peut pas uniquement se focaliser l'expérience en étant uniquement sur les plateformes de marque. On estime que nous, à partir du moment où une audience, une personne reçoit un message qui est issu d'une marque, on rentre déjà dans l'expérience de marque. Et c'est extrêmement important de pouvoir justement comprendre, analyser, mapper l'ensemble de ces interactions pour être capable d'identifier par exemple des pain points pour pouvoir par la suite les solutionner et améliorer l'expérience utilisateur. Si on passe à la slide suivante, et comme le disait Jonathan, c'est vrai que nos amis de Google ont une approche très statistique, hein, c'est leur cœur de métier, on peut pas leur en vouloir, et ils ont identifié un certain nombre de biais qui font que le client final va être influencé à choisir une marque plutôt qu'une autre. La gratuité en est un, les revues, comme disait Jonathan, d'autres utilisateurs en est un autre. Ce qui manque, on trouve dans cette approche-là, qui est très purchase centrique finalement, c'est l'expérience de marque au sens de la communication. La plateforme de marque, le message qu'on a envie de faire transiter, comme disait Jonathan, qu'on soit sur la plateforme de la marque en question ou sur notre plateforme. On peut penser à Amazon d'un point de vue assez global. Ici, ce serait typiquement du Galaxus, où la façon dont on va
marketer son produit va directement influencer l'acte d'achat ou d'expérience aussi. Ça peut être simplement un service plutôt vers un acteur plutôt qu'un autre. Le fait d'avoir une mauvaise expérience de marque au sens large, hein, pas juste l'expérience d'achat, aujourd'hui ça a des conséquences assez drastiques sur l'économie globale, mais surtout en fait sur l'économie des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. On estime qu'il y a à peu près 0,8% du PIB qui est perdu à cause d'une mauvaise expérience. Alors le plus classique, évidemment, ce serait le tunnel d'achat en 5 étapes avec des erreurs incompréhensibles. Il y en a plein d'autres. Ça peut être un site trop lent, un message pas adapté, un touchpoint inapproprié. C'est sûr que si on vise des seniors, par exemple, on va éviter de leur faire un site qui est mobile first, de par exemple, en tout cas, il faudrait qu'il soit accessible. Donc ça, ramené à l'échelle de la Suisse, ça représente 18 milliards annuels d'argent qui s'évapore dans la nature parce qu'à un moment, il y a un pain point et une expérience qu'on n'a pas correctement adressée. Au-delà de l'expérience, ça va aussi un petit peu plus loin avec la personnalisation du service. On est rentré dans une ère où aujourd'hui, n'importe quelle marque est sans cesse comparée aux meilleurs acteurs du marché. On peut pas faire de la VOD sans être comparé à Netflix, on peut pas faire du e-commerce sans être comparé à un Galaxus, Digitech ou Amazon comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est des marques qui sont devenues extrêmement pertinentes en termes de personnalisation de l'expérience, que ce soit dans les recommandations de contenu, si on pense à du Netflix, ou dans des recommandations d'achat, ou entre une newsletter d'un acteur qui va faire du deal au jour le jour et une newsletter extrêmement personnalisée, un Galaxus pour vous parler d'eux, on va avoir deux expériences qui sont tout à fait différentes. On peut citer voilà, d'autres acteurs e-commerce qui vont faire généraliste sur les machines à laver, par exemple. C'est assez peu probable qu'à un instant T, on parlait des triggers tout à l'heure, on active ce trigger de se dire bah tiens, tout d'un coup j'ai besoin d'une machine à laver. Donc voilà, c'est une autre pain à évoquer. Et enfin, les gens ont perdu la patience. Ça, je pense. Alors, je parle en mon nom, mais je parle aussi de plus en plus pour les générations à venir, de s'embêter à aller réessayer, refaire une expérience jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça peut être aussi bien sur le processus d'achat que en customer care. Et ça, c'est clairement quelque chose que les marques, on verra dans les contre-exemples, ont tendance à oublier aujourd'hui. C'est qu'à partir d'un moment où le produit est vendu, il y a toute une expérience qui s'ensuit, que ce soit dans la consommation, dans l'utilisation du produit ou dans le système après-vente, qui est souvent délaissée malheureusement. Et dans ce cas-là, c'est assez drastique. Il y a 4 personnes sur 10, un petit peu plus même, qui ne réitéreraient pas l'expérience avec votre marque si demain ils avaient ne serait-ce qu'une mauvaise expérience. Voilà, le fait qu'on soit comparé finalement de façon globale à tous les acteurs du marché et qu'on n'ait pas le droit à l'erreur, ça fait qu'aujourd'hui on est obligé très clairement de mettre l'expérience utilisateur au centre du dispositif de marque et de communication. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises alors, j'imagine qu'il y a plein d'entreprises qui ne se sentent pas concernées en disant non, moi de toute façon j'ai une super expérience ou souvent ce qu'on entend c'est non mais nous c'est vraiment le service client et la relation client. C'est critères quali qui sont très intéressants mais assez difficiles à quantifier. Avas a fait une étude sur 25 000 utilisateurs dans 5 pays et il s'est avéré qu'il y a 80% des marques qui rentrent dans cette case. Moi je pense offrir une expérience supérieure. Là où en face on a que 8% des consommateurs qui sont d'accord. Donc il y a quand même un ratio et un problème de perception, c'est pour ça que ça touche à la communication, qui est de 1 pour 10. Donc c'est vraiment pas trivial, on parle pas de quelques pourcents qui sont perdus dans la nature comme 0,8% de tout à l'heure, mais vraiment d'un problème de masse. Du coup, si on passe au slide suivant, l'idée de l'expérience de marque, et en fait on va souvent accoler expérience de marque à perception ou image de marque, qui est un petit peu trop réducteur à mon sens. C'est vraiment de travailler finalement main dans la main avec des métiers qui ont l'habitude de travailler en silo, hein. Je pense par exemple au marketing d'un côté, aux médias de l'autre, au customer care, qui est une grosse erreur à mon sens, pour avoir vraiment une vision globale des interactions de l'utilisateur final avec la marque. Et là, c'est là où on revient finalement au modèle de Google de se dire, il y a un process qui est non linéaire, et même au-delà de ça, en fait, au-delà de l'écosystème des marques, des interactions qui vont sortir de cet écosystème et qu'il faut essayer tant bien que mal de maîtriser en termes de perception. C'est là où finalement les notions de communication et de contenu sont extrêmement importantes. Et à la fin,
et c'est là où il s'est quand même passé une grosse partie de cheminement. À la fin, quand on arrive sur la plateforme de marque et qu'on est dans cette dernière phase de considération et de conversion, il faut avoir une expérience sur la plateforme de notre marque qui soit raccord avec le discours qu'on a exposé finalement auparavant. Si on rentre un petit peu plus dans les exemples, nous on a 4 convictions qui sont assez fortes, elles sont beaucoup plus claires avec des exemples. La première étant d'aligner le but de la marque avec ses actions. On peut avoir une super baseline, une super identité de marque, si derrière ce qu'on fait n'est pas reflété finalement au jour le jour, on va tout de suite perdre en crédibilité. Puisque je propose, c'est de passer la parole à Jonathan et d'expliquer les autres points après. C'est effectivement, rentrons dans les exemples, ce sera beaucoup plus simple. On a pris l'exemple de Volvo ici. Pour reprendre ce que disait Kevin, cet alignement entre les objectifs de la marque et ses actions rentre clairement dans une démarche de transparence. Le marketing bullshit n'a plus raison d'être. Clairement, on se retrouve face à des audiences qui ont compris que le marketing et la publicité pouvaient rentrer dans une démarche de manipulation. Il est donc absolument nécessaire d'être capable d'aligner ce qu'on dit avec ce qu'on fait. On a pris l'exemple de Volvo parce que c'est un exemple qui est quand même assez intéressant dans le domaine de l'automobile. Alors Volvo, ils sont connus pour la sécurité, hein, c'est l'inventeur de la ceinture 3 points, ils en sont clairement pas à leur coup d'essai. C'est une marque qui porte des valeurs et qui les véhicule et qui rentre vraiment dans des démarches qui sont extrêmement intéressantes. Ils avaient ce premier engagement vis-à-vis de la sécurité où ils souhaitaient ne plus avoir de morts ou d'accidentés graves sur les véhicules Volvo neufs à partir de 2020. Et là, très récemment, ils viennent d'engager l'ensemble du groupe pour justement électrifier l'ensemble de leur parc d'ici à 2030. Alors, l'ensemble du parc automobile pour les particuliers d'ici à 2030 et l'ensemble des camions et des flottes pour les professionnels à partir de 2040. Et on voit clairement que ils se sont engagés dans une démarche, ils confirment cette démarche avec des faits et avec une véritable volonté qui va être complètement alignée avec ce qui est dit, ce qui permet vraiment d'avoir une expérience de marque qui est intéressante et qui est cohérente. Si on passe au deuxième exemple de Airbnb. Là, on parlait de Covid tout à l'heure. Je pense que le fait de réinventer les relations entre les marques et les consommateurs, on n'a jamais été plus mis à l'épreuve finalement qu'en 2020. Et là, c'est un exemple très très concret finalement de Airbnb qui avait lancé pas plus longtemps qu'un an avant la pandémie cette notion de Airbnb Experience où ils promettaient de faire vivre des choses au coin du feu, des raids épiques dans la forêt. Et tout d'un coup, il y a mars 2020 qui est arrivé et ils ont dû passer toutes ces expériences en ligne. Et ce qui a été intéressant, c'est que la communauté de backpackers et de voyageurs qui est quand même assez synonyme d'Airbnb a tout à fait enchaîné le mouvement et a fait des cours de guitare en ligne, des séances de yoga, de méditation et des récits aussi évidemment autour du voyage dans une approche très très client à client. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, en 2021 qui change, c'est qu'on a énormément d'acteurs, que ce soit des pure players ou des réseaux sociaux, qui prônent le contact direct finalement entre les clients et la marque. Et ça, c'est un exercice auquel on est moins habitué parce qu'avant, voilà, on avait une image de marque, une institution, on communiquait, on faisait du média, on faisait des belles campagnes d'affichage, et c'est beaucoup plus compliqué de gérer une communauté de clients plutôt que de gérer des audiences finalement. Et le changement de paradigme, il est là. Dans cet exemple de Airbnb, on pourrait en citer plein d'autres sur des plateformes sociales comme Nextdoor ou autres. Celui-là nous paraissait assez probant. Troisième exemple, et surtout troisième conviction, on a pris ici l'exemple de Galaxus parce que ça reflète très clairement justement cette volonté de mettre l'efficacité, l'efficience au cœur de la démarche. Et alors pour une fois, on n'est pas vraiment focalisé sur l'acte d'achat, au contraire, on est post-achat. Et Galaxus, à travers la plateforme qu'ils ont mis très récemment en ligne, permet en fait de manière très simple de revendre un produit
qui a été acheté directement sur Galaxus, directement sur la plateforme Galaxus. Alors non seulement ça répond complètement à des démarches de sustainability, mais en même temps, c'est un vrai service à valeur ajoutée qui est proposé ici. Et en fait, en à peine 6 étapes, on peut vraiment remettre en vente, donc réintroduire dans le circuit de vente un produit qui a été acheté sur Galaxus. Les avantages sont non négligeables, il n'y a pas besoin de faire de saisie manuelle du produit, parce que justement toutes les informations de la fiche produit sont déjà présentes sur le site. Il y a une vraie sécurité entre les acheteurs et les vendeurs, puisque ce sont des membres de la communauté Galaxus. Par exemple, les garanties, si le produit est encore garanti, et ben Galaxus s'engage à continuer et à prolonger la garantie du produit. Donc très clairement, en mettant à disposition ce service complémentaire et de manière très simple, et ben ça permet d'améliorer, d'augmenter l'expérience utilisateur de manière non négligeable. C'est ici tout à fait intéressant. Quatrième et dernier exemple, parce qu'on avait que 20 minutes, mais sinon on en a plein. Se battre un petit peu sur ce qu'on appelle la digital sameness. Kevin le disait tout à l'heure, n'importe quel acteur va systématiquement être comparé à la marque leader dans une thématique, que ce soit sur le e-commerce, que ce soit sur des services, que ce soit sur la manière dont on va proposer une expérience. On a pris l'exemple ici de Nespresso, qui est justement leader sur le marché des capsules de café. Je pense qu'on n'a pas besoin de les présenter, mais ils ont été capables justement, en tant que leader, de se poser la bonne question et de se dire comment est-ce que je vais pouvoir garder mon audience, garder mes consommateurs et les fidéliser. Ils ont mis en place le programme de fidélité Nespresso & You il y a 1 an ou 2, il me semble. Et l'idée, c'est de proposer quelque chose qui est extrêmement simple, mais à la fois proposer une expérience qui est très intéressante pour les consommateurs. Alors, comme tous les programmes de fidélité, vous avez différents niveaux. Le premier niveau, c'est connaisseur, deuxième, expert, troisième, ambassadeur. C'est lié à un volume d'achat. Donc ici, rien de très différent par rapport à ce que pourrait proposer n'importe quel autre acteur du e-commerce. En revanche, c'est dans les avantages qui sont proposés. Alors bien entendu, vous avez des pourcentages de réduction, vous avez des bons pour faire de l'achat de produits en ligne, mais ce qui est très très intéressant ici, c'est les expériences exclusives qui vont être proposées. Vous allez pouvoir notamment prendre des cours de barista pour apprendre à faire des recettes café qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est en rentrant dans cette démarche où on va pouvoir engager le consommateur auprès de la marque à travers des expériences qui sont on et offline, que justement Nespresso est capable de maximiser la fidélité de ses consommateurs, et je pense que c'est un pari gagnant, et c'est extrêmement bien fait pour le coup. Du coup, tout ça mis bout à bout, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que les exemples de Galaxus et de Airbnb étaient assez probants. Il y a une crise de la confiance globale, et ce qu'on est en train de dire là, c'est que finalement il faut réinjecter de la confiance dans les relations avec les consommateurs qu'on peut avoir en tant que marque. Ça passe par des relations plus directes entre la marque et le consommateur, ça passe par des relations consommateur à consommateur, comme les 2 exemples dont on vient de parler, et in fine, ça veut dire plus de confiance et donc plus de fidélisation. On sait tous, ça je pense que c'est pas approuvé, c'est pas l'objet de notre intervention aujourd'hui, que c'est beaucoup plus compliqué d'aller acquérir un nouveau client que de le garder. Et dans cette optique de cercle vertueux, de garder ses clients actuels, l'expérience de marque, sur tous les penchants qu'on vient d'évoquer, elle a à 200% sa place, j'ai envie de dire. Concrètement, les statistiques du coup qui sortent de l'étude du X-Index prouvent qu'on a 140% de dépenses en plus. Donc c'est pas un 40%, les gens achètent 2,4 fois plus chez une marque où ils ont confiance. Bon, je pense qu'on parlait de Galaxus tout à l'heure. Typiquement, l'e-commerce, c'est l'exemple par excellence de j'ai fait un achat, ça s'est bien passé, ça arrivait vite, ça a été fluide, il y a un super service client, je réitère. Inversement, j'ai commandé 2 produits, il y en a un qui est arrivé, et encore il était incomplet. Une fois pas deux. On retombe sur nos 41% dont on parlait tout à l'heure. Ça permet aussi de les fidéliser. Cette bonne expérience, qu'on le veuille ou non, finalement, par ruissellement, va faire que 74% des gens qui auront eu une bonne expérience au premier contact, on revient sur le moment of truth du tout début, à 74% seront encore clients l'année d'après, là où inversement, on est quasiment sur les 41% de tout à l'heure, 43% des gens vont quitter une marque et s'orienter vers la concurrence, parce qu'aujourd'hui elle est à
portée de clic, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, si jamais ils ont été entre guillemets victimes d'une mauvaise expérience. Pour les acteurs qui arrivent à combiner ces 4 piliers, bon, qui sont derrière détaillés sur plus d'une trentaine voire quarantaine de critères à mettre en action, arrivent à conserver leurs clients pendant 6 ans et plus. Je pense qu'on a tous en tête une marque, même pure player, j'ai envie de dire, qui est arrivée sur le marché il y a moins de 10 ans que ça, et puis finalement quand on remonte le temps et qu'on se dit ah oui c'est vrai, dans Spotify au début c'était une liste de chansons, il n'y avait pas de playlist. Il n'y avait pas de recommandations, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait aucun niveau de qualité. On suit la marque, on s'y attache et on la suit dans ses évolutions. 6 ans aujourd'hui, quand on parle de digital, c'est un très beau cycle de vie. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pense, pour finir rapidement sur ce slide, qu'il faut ne surtout pas délaisser l'expérience de marque et de communication, parce que c'est celle-là qui va faire que les gens restent, et c'est pas le fait qu'ils soient exposés 10 fois au même message qui va les convertir. Merci Kevin Schreyers et merci Jonathan Wojcik. Avec plaisir. Ça a été un plaisir. Peut-être un petit mot pour ouvrir le débat, parce qu'on me disait tout intro, c'est une thématique qui est très très large. Je pense que Google ne fait rien sans arrière-pensée. Je pense que tout le monde le pense. Et ce nouveau modèle qu'ils viennent d'introduire, il y a une mouvance vers plus de contrôle sur la donnée, de privacité dans l'usage des médias et particulièrement digitaux. Donc en fait, ils sont en train de nous dire, je pense, à horizon 2022, vous allez beaucoup moins bien connaître les comportements d'achat et notamment ce tunnel j'ai exposé ma personne, elle m'a considéré, etc. Donc ramener du sens, finalement ramener du sens dans votre communication, ramener du sens dans vos interactions clients, et d'où le terme de messy middle. Il va falloir se faire l'idée. Tu parles de cookie tiers là, non? Voilà, oui, tout exactement. à fait. Je sais pas s'il y a une conférence prévue là-dessus, mais c'est tout à fait ça. Il va falloir se faire l'idée qu'il va y avoir de plus en plus de zones d'ombre dans la performance de notre dispositif. Et typiquement, il y a une stat qui est sortie hier suite à l'installation de iOS 14 aux États-Unis. Seulement 2% des gens ont accepté d'être traqués par Facebook parmi les gens qui ont installé iOS 14. Donc, imaginez l'impact en termes de visibilité sur les interactions qu'on va pouvoir avoir et en termes de targeting. Donc, clairement, il va falloir rentrer dans une démarche où l'optimisation de l'expérience ne va plus passer simplement par le ciblage, mais bien par la manière dont on est capable d'adresser les besoins de nos audiences au bon moment. Donc c'est une chance pour les agences et c'est aussi une chance pour tous les players qui vendent de l'espace publicitaire parce que l'espace publicitaire va être plus cher sur les plateformes des GAFA et donc tout le monde sera plus ou moins à égalité dorénavant, non? Exactement. L'avenir nous le dira. En tout cas, merci, c'était fort intéressant. Donc, je répète vos deux noms, Kevin Schreyers et Jonathan Wojcik. Merci, les deux de Havas Village Genève. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. bye.